Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien en ce jeudi 14 novembre, excusez-moi. Et à la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. L'invité de notre journal ce soir. Rémi Marchand est délégué départemental de l'ADMD ou Association pour le droit de mourir dans la dignité en Sarthe. On parle avec lui de la loi qui va être discutée à l'Assemblée nationale en janvier. Et puis dans la suite, on accueille 2 skippers sartois. Des chefs d'entreprise qui sponsorisent 2 bateaux du Vendée Globe, mais pas seulement, car eux aussi naviguent sur les flots. Leur dernier exploit, la Cap Martinique en solitaire, mais ça, c'est pour la deuxième partie. Et avant cela, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 14 novembre, un job dating sportif pour recruter dans l'industrie. À quelques jours de la semaine de l'industrie en Sarthe, les recruteurs comme les candidats nous ont fait part de la nécessité de changer l'image de l'industrie en général pour trouver de nouveaux salariés dans le secteur. Et puis une voiture mythique, la Rondo M382, une sartoise qui a participé aux 24 heures du Mans et qui va être restaurée bientôt. Mais on ouvre ce journal avec un drame à la flèche. Une personne est décédée dans l'incendie de sa voiture rue de l'Hospice ce jeudi matin. La voiture était dans le garage privé de la victime au moment du drame. 7 pompiers sont intervenus, les gendarmes également. Ces derniers ont ouvert une enquête pour comprendre ce qui a pu se passer. Coïncidence troublante d'après nos confrères de Ouest France. En 2015, une personne est décédée lors d'un incendie survenu dans la même rue, retrouvée au rez-de-chaussée d'une habitation. Un nouveau job dating consacré au secteur de l'industrie. L'opération du stade vers l'emploi, pas dans un bureau, mais sur un terrain de volley-ball cette fois. Des candidats et des recruteurs se rencontrent anonymement pour en savoir plus les uns sur les autres. Une manière aussi de casser les clichés que l'on peut encore avoir sur les métiers de l'industrie qui recrutent. Alexandre Ferrer. L'industrie recrute et c'est lors d'une partie de volley que des candidats et recruteurs se rencontrent anonymement. On a encore des employeurs qui recrutent et qui recherchent des candidats dans le secteur de l'industrie. C'est assez varié, il y a l'industrie agroalimentaire, l'industrie textile, l'industrie de la métallurgie. Donc on a des employeurs, ceux qui sont présents aujourd'hui recrutent et souhaitent recruter et former aussi. En 2023, près de 2 entreprises sur 3 partageaient leur intention de recrutement dans le département. Cette année, la tendance chute. Près d'une entreprise sur 3 dans l'industrie prévoit de recruter hors agroalimentaire. Pour autant, la profession souffre d'une image peu attractive. On pense souvent que l'industrie, c'est sale, c'est bruyant, c'est pénible, etc. Donc on se bat un petit peu sur ces idées-là. Et en général, lorsque les personnes viennent découvrir, visiter les ateliers d'un centre de formation comme la Fab Academy ou visiter les entreprises, elles se rendent compte que cette image-là, elle n'est plus tout à fait vraie. Certains candidats sont motivés mais souhaitent se stabiliser dans leur profession. J'ai déjà fait des bouteilles de parfum, genre Pusterla, tout ça. Pourquoi pas y retourner? Mais cette fois, vraiment en CDI, parce que la dernière fois, j'étais en intérim et j'avais l'impression d'être un joueur de foot sur un banc de remplacement. On m'appelait « Bonjour, on a besoin de vous ». Et une journée, tu te touches 80 balles, waouh, c'est bien, mais moi, c'est pas une journée que je veux, c'est tout le temps, quoi. Cette recruteuse, par exemple, propose 5 à 6 postes à pourvoir dans son entreprise, avec un CDI à la clé pour ses futurs employés. De par notre activité, on commence toujours par un CDD et dès qu'on peut, on pérennise l'emploi. Mais on ne fait pas moins de contrats de 6 mois pour permettre aux gens de bien découvrir le métier. La pérennité des emplois envisagés est en hausse de 17 points sur un an. D'après l'Observatoire régional des compétences industrielles, 7 projets de recrutement sur 10 évoluent vers un CDI. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous annoncer le thème du prochain débat sartois. Oui, ce samedi 16 novembre à 19h, nos invités aborderont le sujet des femmes dans l'industrie et on se posera la question des freins qui existent toujours pour les femmes dans ce secteur considéré comme masculin encore aujourd'hui. Beaucoup de clichés à déconstruire donc dans cette émission. En bref, la fermeture annoncée de l'EHPAD de Tenny ne passe toujours pas. Une réunion d'information publique est organisée par les syndicats lundi 18 novembre à 14h devant la mairie de la commune. Et puis une marche pour dire non à la fermeture de l'EHPAD Le Paradis est également organisée samedi 23 novembre à partir de 10h30. Rendez-vous devant la maison de retraite pour participer à cette marche.
On accueille tout de suite l'invité de notre journal, Rémi Marchand, délégué départemental de l'ADMD 72, ou Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et vous êtes également administrateur national de cette association, Rémi Marchand. Merci d'être venu sur ce plateau. Un texte va être examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 janvier 2025, porté par le député Olivier Falorni, groupe Modem. Signé, il faut le signaler, par nos 5 députés sarthois, par 220 députés français en tout. C'est une bonne chose. Les discussions continuent autour du texte qui avait été longuement travaillé avant la dissolution, dont on se souvient tous en juin dernier. La chose dont on peut être évidemment... on peut être évidemment satisfait, c'est de se dire que finalement, depuis la dissolution, mais le combat, il est le même. On se retrouve dans la même situation. Des personnes qui n'ont pas de solution en France pour pouvoir être accompagnées dans leur fin de vie, pour pouvoir respecter leur volonté. Je pense qu'on peut se réjouir de la position des 5 parlementaires sarthois qui ont des opinions des fois un petit peu divergentes sur le fond, mais finalement on se rend compte que la loi aujourd'hui n'apporte pas des réponses aux solutions de toutes les Françaises et de tous les Français. Aujourd'hui, le combat qui est porté par Olivier Falorni avec cette reprise des débats qui est également encouragé par M. Barnier, finalement, c'est de se dire, enfin, on va reprendre les choses là où elles en étaient. On ne repart pas de zéro, on reprend les choses là où elles en étaient, et ça, c'est un critère très important. Vous avez l'impression que le débat aujourd'hui, et pour une fois en France, le débat est plus apaisé aujourd'hui sur ce sujet qu'il n'a été dans les années précédentes? Savoir si le débat est plus apaisé, je ne suis pas en capacité de pouvoir répondre à ça. La chose dont il est certain, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français savent enfin de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler d'une personne qui fuit à l'étranger et de mettre en lumière des situations de souffrance dramatiques de personnes. Certes, il est question, par exemple, de quelqu'un qui a été acquitté il y a peu de temps, des choses comme celle-ci qui rentrent dans l'actualité. Mais on parle également d'une loi dans notre pays. On n'a jamais été aussi loin sur la question du droit de mourir dans la dignité. On se rend compte encore plus que jamais que les Françaises et les Français sont prêts pour avoir une loi qui respecte et qui encadre les volontés de toutes et tous. Vous évoquez des faits divers. C'est loin d'être anecdotique sur ces sujets. Comme ce monsieur dont vous parliez, Bernard Palot, 78 ans, acquitté par la cour d'assises de Troyes, dans l'Aube, il y a un mois, il avait tué son épouse Suzanne en 2021 à sa demande, à la demande de son épouse, parce qu'elle souffrait trop. Et il y en a comme ça plein les colonnes des journaux finalement, des faits divers comme celui-ci. C'est ce que vous voulez porter à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Ce sont des cas précis et concrets de souffrance au quotidien? Eh bien, tout à fait, c'est ce qui met en lumière le fait qu'aujourd'hui, alors on parle de ce monsieur et de cette femme, mais finalement, ce monsieur et cette femme, c'est des personnes qui habitent pas loin de chez nous. C'est des choses qui se passent régulièrement. C'est pas uniquement à l'autre bout de la France. On peut penser à des personnes, je pense à une adhérente de l'ADMD qui habitait à 10 km du Mans, qui est partie il y a 2 ans en Suisse pour pouvoir être accompagnée dans le cadre de sa fin de vie. Finalement, c'est les personnes qui habitent à côté de chez nous, c'est nos frères, nos sœurs, nos parents, qui se retrouvent dans des situations, ou même nous-mêmes parfois, qui se retrouvent dans des situations où lorsqu'on a une maladie grave ou incurable, de pouvoir se dire stop. La souffrance, aujourd'hui, je ne peux plus la surmonter. Et puis, il n'y a pas de solution miracle, c'est une souffrance irréversible. Nous, ce qu'on souhaite, c'est encadrer la volonté de toutes et tous. Si quelqu'un souhaite qu'on fasse tout pour le garder le plus longtemps possible en vie, il faut le respecter. C'est aussi le combat qu'on porte à l'ADMD. Votre combat, ce sont aussi les soins palliatifs et une amélioration des soins palliatifs. Il ne s'agit pas de dire que l'aide active à mourir est une solution de facilité, loin de là. Vous voulez que ce soit vraiment accompagné par des professionnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on en manque, par exemple, en Sarthe, de professionnels de santé. Et ça, c'est un vrai sujet pour vous aussi. La question des soins palliatifs, c'est quelque chose qui doit être au cœur des débats parlementaires. Moi, j'interpelle régulièrement les 5 parlementaires sarthois. Dans le cadre de ma mission à l'ADMD, je fais partie de celles et ceux qui interpellent également des députés à travers toute la France. Au quotidien, on leur rappelle aujourd'hui, on ne leur demande pas d'être pour ou contre le droit de mourir dans la dignité. On leur explique les nuances entre le suicide assisté, l'euthanasie, cette nécessité d'avoir une loi qui apporte également un accès universel aux soins palliatifs, quand aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, seuls 20% des personnes qui en ont besoin ont accès à ces soins palliatifs. Et c'est un véritable problème. On ne peut pas apporter une loi qui apporte le libre choix sans que ce libre choix soit accessible de la même manière à tout le monde sur tout le territoire. Et vous souhaitez un texte qui protège les soignants et qui protège aussi ceux qui veulent activer une clause de conscience et qui disent non, moi je ne veux pas aider quelqu'un à mourir. Eh bien, absolument. Cette question-là, elle peut être comparable à la question de l'IVG. C'est de se dire qu'on n'impose absolument rien à personne. Si on n'impose rien au patient qui lui est demandeur, on n'impose rien aux soignants également. Le patient, c'est le demandeur, le soignant, c'est celui qui applique. Mais on ne peut pas l'obliger à quoi que ce soit.
Par contre, il faut qu'il y ait une solution qui fasse qu'on puisse apporter une solution à tout le monde et une réponse. Le texte de loi dont je parlais d'Olivier Falorni va donc être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 27 janvier 2025. On suivra évidemment l'avancée de cette question de société avec vous. Vous organisez des réunions publiques en Sarthe chaque mois. La prochaine, c'est le 2 décembre à 14h à la Maison des Associations du Mans. Et puis plus près de nous, le 11... plus loin de nous, le 11 octobre 2025, c'est dans un an. C'est quand même un grand événement pour vous. La Sarthe accueille l'Assemblée Générale nationale de la DMD, un événement que vous préparez déjà, j'ai l'impression. Un événement qu'on est en train de préparer, évidemment. Et j'ai encore l'espoir de me dire que rien n'est perdu et qu'au final, on sera peut-être la première Assemblée Générale de la DMD à être celle qui est vers une loi qui est en train de se dessiner dans notre pays pour apporter cette question de libre choix à toutes et tous. Merci Rémi Marchand d'être venu nous éclairer sur le point de vue donc, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Je précise que si vous voulez des informations sur l'association, vous avez un compte X, un compte Facebook et puis un site internet admd.net. Et si une rondeau quittait le musée des 24 heures, Laure ? Oui, mais pour une bonne raison, la remettre en piste. C'est le projet ambitieux que mène l'association Rondeau, restaurer la M382 et la faire rouler peut-être dans quelques mois sur le circuit des 24 heures du Mans. Les explications avec Colin Ancel. C'est une voiture qui fait partie de la légende, celle de Jean Rondeau, le Sartois qui a remporté une fois les 24 heures sur sa propre voiture. Cette M382 est exposée depuis près de 40 ans au musée, mais l'association Rondeau, qui en est propriétaire, a désormais un nouvel objectif. Une voiture de course, elle ne doit pas rester statique, elle doit vivre. Pour faire rouler cette voiture, il faut la restaurer, la contrôler complètement, la motoriser avec un moteur Cosworth V8. Et donc, nous avons besoin de mécènes. Des dizaines de personnes se sont réunies ce mercredi au musée pour écouter le projet. 370 000 € sont nécessaires. La rénovation sera réalisée par les membres de l'association, tous des anciens de l'équipe Rondeau, mais aussi par des jeunes du lycée Sud. Une convention a été signée dans ce sens. L'objectif, faire rouler la voiture dès juillet prochain pour le Mans Classique. C'est un projet qui est ambitieux mais pas irréalisable. Le but, perpétuer l'héritage Rondeau et le transmettre aux jeunes générations. C'est quand même le seul pilote constructeur, et en plus sartois, qui a gagné les 24 heures du Mans. Donc c'est quand même unique dans l'histoire des 24 heures. Ça s'est produit. Je ne pense pas que maintenant, dans les conditions actuelles de course, avec l'évolution des technologies et comme les teams sont structurés, ça pourra se reproduire dans l'histoire des 24 heures. La M382 avait terminé à la 15e place aux 24 heures 1982, en 6e position dans le groupe C. Le Sartois Sébastien Bourdet sera au départ des 24 heures, édition 2025. Oui, l'équipe Cadillac Hertz Team Jota dévoile le nom ce jeudi des 6 pilotes. Et parmi eux, donc, le Sartois âgé de 45 ans qui va participer à ses 20e 24 heures déjà. Les 3e au volant d'une Cadillac. Le pilote n'a encore jamais gagné cette course devant son public. On a hâte. Le public d'ailleurs est déjà au complet, sachez-le. Toutes les places pour la course ont été vendues en un peu plus de 24 heures. Il reste néanmoins des billets pour les essais, les qualifs, l'hyperpole ou encore la journée test. Et puis on termine ce journal avec un mot du Vendée Globe, Laure. Et des nouvelles du skipper de l'IMOCA Foussier, Sébastien Marcet, le marin nantais, qui participe pour la première fois au Tour du Monde en solitaire, est en 20e position sur les 40 skippers en course. À noter, son bateau n'est pas doté de foil, un équipement permettant aux voiliers d'aller beaucoup plus vite. À 4 jours du départ, tous les bateaux passent actuellement entre les Açores et les Canaries, une étape symbolique avant la traversée de l'Atlantique. Sébastien Marcet était joint ce jeudi matin par Alexandre Ferrer. On l'écoute. Très bien, je suis content d'être en mer. Ça fait 4 jours que je suis parti et il y a eu beaucoup d'intensité à bord. Un début de parcours avec beaucoup d'émotions, ensuite un passage le long de l'Espagne et du Portugal avec beaucoup de vent. Et là maintenant, on est dans une partie où il y a beaucoup de stratégie, je dirais. Voilà. Donc le temps passe vite, les journées passent vite.
Et on souhaite à Sébastien Marcet et tous les skippers en course de se reposer le plus possible. On imagine à quel point cette course d'endurance peut être éprouvante. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien. On accueillera d'ailleurs 2 skippers sartois, Régis Vian et Bertrand Fourmont, qui sont partenaires de 2 bateaux en course actuellement pour le Vendée Globe. Et aussi, ils ont participé à la Cap Martinique édition 2022. Ce sera des explications. Et 2024. Et 2024. Explications avec Laure Girard en deuxième partie du journal après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo un petit peu à l'image de cet après-midi qui resteront globalement calmes sur l'ensemble du territoire avec, vous le voyez, un ciel finalement plutôt bien dégagé. C'est vrai, côté température, celle-ci évolue entre 6 et 8 degrés avec 6 degrés pour Laval, 7 degrés pour Alençon, Mamers ou encore du côté de Vendôme, idem du côté de Blois, 8 degrés au Mans ainsi que du côté d'Angers. Alors pour la journée de vendredi, vous le voyez au petit matin, un ciel globalement variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Côté température, celle-ci évolue entre 5 et 8 degrés au petit matin. Il faudra quand même bien se couvrir avec au minimum un petit pull et un petit manteau en sortant de la maison. 5 degrés du côté de Silium, 6 pour Laval, Alençon ou encore du côté de Mamers, 7 degrés au Mans, comptez 1 degré de plus du côté de Blois. Alors pour la suite de votre journée, toujours du beau temps, mais regardez ces températures qui ont beaucoup de mal à décoller avec ce thermomètre qui aura du mal à atteindre la barre des 10 degrés. On sera bien en dessous des normales de saison avec à peine 8 degrés pour Alençon ou encore à Mamers, comptez 9 degrés au Mans, Pont-Valin, la Bazauge ou encore pour la Flèche, idem du côté d'Angers ou encore du côté de Blois. C'est pas cher payé pour la saison. Samedi, même programme météo avec toujours un temps calme, sec, globalement un temps on peut le dire plutôt propice aux activités en extérieur. Il faudra juste bien se couvrir et pour la journée de dimanche, on pourrait retrouver une perturbation. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme, premier prix d'excellence du concours des meilleures rillettes du Mans 2024. De retour sur le plateau de Quotidien pour Au Quotidien. La suite avec la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire en ce jeudi 14 novembre. Les températures fraîches, vous l'avez peut-être constaté, s'installent. Elles sont propices à l'augmentation des particules fines. L'indice reste néanmoins majoritairement moyen en lien avec les conditions venteuses prévues ce vendredi 15 novembre. De l'air, ils en ont souvent dans les cheveux, dans les narines. Nos invités, Régis Vian et Bertrand Fourmont. Il y a un an, on vous recevait pour parler, déjà un an, on vous recevait pour parler de votre projet de participer à une course à travers l'Atlantique, la Cap Martinique. C'est donc chose faite. Et comment? Puisque Régis, vous êtes vainqueur de la course en solitaire, en solo, parce qu'il y a la version duo et la version solo. Donc félicitations, bravo. Merci. Cocorico, un Sartois qui gagne une transatlantique. Et puis, vous êtes arrivé donc le 6 mai dernier à Fort-de-France, après 21 jours, 22 heures, 39 minutes et 7 secondes de course, c'est précis. Et Bertrand, eh bien, vous êtes arrivé également 14e, solo. Vous êtes finisher et c'est déjà un bel exploit sur 20 bateaux. Au bout de 26 jours, 20 heures, 22 minutes, 40 secondes et vous êtes arrivé le jour de votre anniversaire. Ouais, et ça, c'est un chouette cadeau, j'imagine. Alors d'abord, Régis, est-ce que c'est une revanche sur la précédente course? Parce qu'en 2022, vous aviez participé à la Cap Martinique, ça avait été un peu plus compliqué. Et là, vous gagnez. Et ben voilà. Donc, sur ces 2 éditions, j'ai vécu un peu les 2 extrêmes. Ouais. Effectivement, j'ai dû abandonner l'édition de 2022. Et là, avec un bon résultat en 2024. Revanche, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, j'avais vraiment envie d'aller au bout du projet. Et comment on fait alors pour se préparer? C'est une autre préparation que celle de 2022 ou c'est plus d'expérience de marin tout simplement?
C'est plus d'expérience. On continue. Je pense qu'en 2022, j'étais préparé sérieusement. C'est pas passé au niveau du matériel, puisque mon bateau a cassé. Il y a toujours un petit facteur de réussite. Bon, statistiquement, en participant 2 fois, on réduit. Et puis, il y a quand même une sacrée résilience mentale, parce que se dire j'y retourne coûte que coûte, même si vous n'aviez pas fait 2022, vous auriez fait 2024 quand même. À un moment, pour vous, c'était logique de faire cette course un jour ou l'autre? Ça, je ne sais pas trop dire. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. En fait, ça ne s'est pas arrivé. Donc, la question ne s'est pas posée. Un marin, c'est pragmatique. Oui, voilà. C'est un peu ça. Une course qui se prépare et qui se prépare des mois, voire des années durant. Évidemment, vous êtes des marins chevronnés tous les deux. Vous êtes sartois tous les deux. Vous n'avez pas grandi au bord de l'eau. Néanmoins, vous pratiquez beaucoup. Bertrand, j'ai vu dans la vidéo qu'on peut voir sur YouTube, vous avez des images, que vous avez fait énormément de préparation physique, encore plus que d'habitude. Tout à fait. Moi, j'ai fait beaucoup de préparation sur différents domaines, donc physique avec un coach sportif, parce que quand j'avais fait la Transquadra, j'étais arrivé, j'avais un petit peu de douleur par-ci par-là. On peut le comprendre. Et je m'étais dit, je veux pas revivre ça parce que je serai en solitaire sur la course, donc du coup, j'ai un préparateur physique. On part dans l'idée qu'on est plus de 20 jours en mer quand même. Oui, j'étais visé 21 aussi, mais bon, j'ai fait 26 quoi. C'est bien. Franchement, vous êtes arrivé et ça, c'est l'essentiel. Vous avez fait de la prep physique, beaucoup de nutrition. Oui, parce que moi, j'attache beaucoup l'importance à la nutrition parce que c'est comme la performance de l'homme. Si on a mal mangé ou autre, on ne sera pas dans la performance en permanence. Et du coup, on mange beaucoup plus sur l'eau. Ça, je l'ai appris aussi. Moi, je grignote énormément. Je mange c'est vrai. Vous aussi, vous grignotez beaucoup, Régis, sur l'eau. Oui. En fait, on a besoin d'ingérer plus de calories. C'est ça l'idée, quoi. Ouais. Il faut du carburant. C'est ça. Il faut du carburant. Vous êtes sportif, quoi. Et autant quand on est à la maison, on va se coucher pendant 8 ou 9 heures, alors que nous, on est encore en activité, donc du coup, on mange beaucoup plus. Le sommeil, on vous voit, Bertrand, sur les images, entre le départ et quelques jours après, vous avez déjà perdu du poids, vous avez les traits tirés. C'était presque dur, la fin, mais oui, j'ai perdu 4 kilos sur la Cap Martinique. Donc, ce qui n'est pas énorme non plus, mais c'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Tu vois la fatigue. On fait du yoga, ce genre de truc, ou c'est des clichés? Est-ce qu'on apprend justement à être zen, à méditer, peut-être à se reposer les yeux ouverts comme les poissons? Moi, j'ai fait des exercices de physique pendant le bateau, puisque mon coach sportif m'avait donné des exercices à faire, et j'en faisais pendant que je naviguais pour pouvoir continuer à garder ma forme. Et vous? Pendant la course, non, pas d'exercice physique spécifiquement. Non. Mais chaque manœuvre est déjà en soi donc, un exercice physique. J'ai l'impression que c'est plus la concentration dans chaque geste qui est primordial, en fait. Oui, oui. Et l'anticipation. Anticiper, concentrer, essayer de faire les choses calmement, ce qui n'est pas toujours très simple. Et puis, voilà, ça... Quand on est solitaire, on décompose la manœuvre avant de la faire, dans notre tête, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, si on ne va pas aller de l'avant à l'arrière en permanence, donc on décompose tout ça et après on agit. Bertrand, on vous voit aussi gérer les moments où il ne se passe rien, parce que ça arrive, et c'est peut-être des moments frustrants. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait du film. Vous allez comprendre comment Bertrand invoque les dieux des vents pour que le bateau avance plus vite. Regardez. Le vent n'est pas du tout là, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. Maintenant on est sous le grand spi il fait un peu ce qu'il veut là. Il tourne les devants, il fait avancer à 1,7, 1,8. Donc, c'est le moment de jouer de l'harmonica. Comme ça, on va jouer faux, et Éole va dire « Oh là, je lui envoie du vent !» C'est la gestion de la frustration aussi, ces moments-là. Alors la pétole est pour nous le moment le plus physique presque. Mentalement le plus dur parce qu'on est dans une compétition, on veut que ça trache et puis là on est bloqué par ce vent qui est pas là et c'est vraiment le moment le plus difficile. Moi c'est le moment qui m'exaspère le plus. Ah c'est vrai. Dans la voile et j'en ai mangé 65 heures donc c'est énorme sur une carte. Ouais c'est ça, c'est des moments qu'on appréhende vraiment, les moments où il se passe moins de choses. Et en même temps on a tendance à se dire nous néophytes, c'est le moment où vous pouvez vous reposer, où c'est bien quand même. Oui, chacun a sa gestion de la pétole. Moi, je sais avant d'arriver à Madère, toute la flotte a eu une bonne journée de pétole. Je crois que ça a été ma journée la plus fatigante. Parce que beaucoup de concentration, beaucoup de manœuvres pour essayer de profiter du moindre souffle d'air.
Et puis la gestion de la frustration, parce qu'évidemment, on navigue pas forcément à vue les uns des autres. Et on s'imagine être tout seul dans ce cas-là et voir les autres filer, ce qui n'est pas vrai, mais ça, on ne le sait qu'après. C'est le Vendée Globe en ce moment. Vous le savez, vous êtes 2 chefs d'entreprise sartoises qui sponsorisent des bateaux sartois. Donc Bertrand Elaco, sponsoring de Romain Attanasio, Imoca Fortinet Best Western. Et puis Régis, CMG, sponsor de Sébastien Marcet, Imoca Foussier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu la chance de l'avoir en ligne et il avait un petit mot pour vous. On l'écoute. Salut Régis. Je suis très heureux de pouvoir te laisser un message depuis le large. Voilà, je sais que tu mesures le chemin que ça a été que d'être au départ de ce Vendée Globe. Et en tout cas, moi, je suis très fier de parcourir ce chemin-là avec toi en tant que partenaire et tous les membres de mon club de partenaires Cap Agir ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire par je sais que tu mesures le chemin que ça a été? On vous voit hyper ému d'ailleurs par cette vidéo. Ah, les marins qui parlent aux marins, c'est quelque chose, hein, c'est terrible. Vous avez assisté au départ? Vous étiez au Sable d'Olonne? Non, j'ai pas pu être au départ. Moi, j'ai rejoint Sébastien et son club de partenaires au tout début. Ouais. Quand il avait cette idée de participer au Vendée Globe, mais il n'avait pas de bateau, il avait rien. Voilà, c'est une première participation. Voilà. Il a commencé de zéro. C'est ça. Et donc, je mesure la volonté qu'il a eue pendant 4 ans pour être au départ. Et la chance qu'il a eue d'avoir des entreprises, sartoises en l'occurrence, qui l'ont soutenu. En tout cas, c'est de belles histoires humaines qui vont continuer. Est-ce que vous avez envie d'aller encore plus loin qu'une Cap Martinique et pourquoi pas un Vendée Globe dans 4 ans? Faut rêver, non? Bon, on a le droit de rêver, c'est sûr. Hein. Après, peut-être qu'on démarrait un peu trop tard notre projet si on voulait vraiment partir sur un Vendée Globe. Ouais. Et puis, il faudra trouver les partenaires, les bateaux, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué maintenant, je crois. Ouais. On a encore des entreprises à gérer quand même, non? Hein? Oui, vous êtes chef d'entreprise quand même. En tout cas, c'est une passion absolument magnifique. On vous remercie d'être venu partager cette passion avec nous sur ce plateau. Et on espère continuer à suivre vos aventures, quelles que soient les régates, pourquoi pas, auxquelles vous allez participer. Sur la Gemmerie, peut-être, Arnage, non hein, Régis, c'est une revanche à prendre à la Gemmerie, je crois. Pourquoi pas, avec les enfants. Merci 1000 fois, en tout cas, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout cela. C'est la fin de cette édition. On a pris le large et ça nous a fait du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. On se retrouve demain 18h30 pour une nouvelle édition de Quotidien. À très vite.